Docteur, un point à date en ce 1er avril. On a eu une augmentation franche du nombre de malades depuis la semaine dernière. On voit que l'épidémie Covid-19 est arrivée en Savoie de manière indiscutable. Néanmoins, les services de santé au sens large du terme, les médecins généralistes, les hôpitaux de l'ensemble du territoire et en particulier le centre hospitalier Métropole Savoie arrivent tout à fait à faire face. On n'a pas du tout une submersion de nos services. Les patients sont pris en charge normalement au fil de l'eau avec des conditions d'accueil qui sont tout à fait satisfaisantes. Comment est-ce que l'hôpital s'est réorganisé pour faire face à cette épidémie? Donc notre établissement est comme tous les établissements de France en plan blanc depuis maintenant plus de 2 semaines, ce qui a permis d'arrêter toutes les activités programmées non urgentes et du coup de mobiliser les locaux et le personnel pour l'accueil des patients, de tous les patients Covid bien sûr, mais aussi tous les autres patients qui nécessitent des soins urgents. Et c'est un message important à faire passer. Les urgences sont assurées parfaitement normalement et il ne faut surtout pas traîner à domicile avec une crainte d'avoir une infection ou une maladie grave du cœur, des poumons ou un diabète par exemple. Il ne faut pas hésiter à appeler le 15 pour le Covid mais pour tout le reste aussi et ne pas hésiter à consulter aux urgences. On a eu quelques exemples de patients qui ont trop traîné à domicile en ayant peur d'attraper le Covid à domicile et qui ont eu par exemple un problème d'infarctus. Donc ça, il faut vraiment être vigilant. Certes, il y a le Covid, mais il y a aussi tous les autres problèmes de santé habituels. Et il ne faut pas traîner à domicile. Appelez le 15, venez aux urgences si cela vous paraît nécessaire. Vous serez pris en charge tout à fait de manière adaptée, quelle que soit la pathologie. Et il n'y a pas de risque d'attraper le Covid à l'hôpital grâce aux mesures qui sont mises en place pour limiter le risque de transmission nosocomiale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment se manifeste la maladie? Donc le coronavirus touche essentiellement la sphère ORL et les poumons. Donc c'est des symptômes qu'on connaît tous, des symptômes de rhume, de toux. Il y a un symptôme qui est assez spécifique, qui est la perte du goût et de l'odorat, qui semble assez typique de cette infection avec ce virus. Et puis dans les formes plus graves, il peut y avoir une sensation d'essoufflement, voire un essoufflement important, une fièvre qui peut être très importante. Et quand les symptômes restent modérés, on peut tout à fait consulter son médecin généraliste qui fera une évaluation et qui sera dans la plupart des cas suffisante, puisque bien heureusement la plupart des patients font une maladie qui n'est pas grave ou très peu grave. Mais dans des formes un peu plus sévères, le médecin généraliste peut amener à orienter le patient vers l'hôpital ou de soi-même, le patient peut être amené à consulter directement aux urgences. Donc des symptômes assez classiques, dans la plupart des cas qui vont s'amender d'eux-mêmes, donc plus de 80% de la maladie est bénigne, mais quand ces symptômes deviennent invalidants, plus importants, il ne faut pas hésiter à consulter à l'hôpital ou son médecin généraliste. Alors justement, comment savoir si je suis une personne à risque? Donc les personnes les plus à risque sont les personnes les plus âgées, notamment au-delà de 70 ans, les personnes qui ont des insuffisances d'organes, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, les personnes qui sont immunodéprimées, qui ont un traitement qui diminue les défenses immunitaires, la chimiothérapie par exemple, et puis les femmes enceintes sont également un peu plus à risque de faire des formes graves, et enfin les personnes obèses sont également un peu plus à risque de complications. Donc c'est la liste des personnes qui doivent être un peu plus vigilantes et pour lesquels on va plus volontiers faire des examens, un scanner par exemple, ou au moins une radio de thorax, et éventuellement une surveillance hospitalière si cela le nécessite. Comment sont organisés les autres hôpitaux de Savoie et les cliniques? Donc on a une collaboration sur l'ensemble du territoire de santé de la Savoie et une partie de l'Ain également, avec des échanges qui se font très régulièrement avec l'ensemble de nos partenaires. Les patients les plus graves de réanimation sont tous pris en charge sur Chambéry, mais tous les hôpitaux sont en mesure de prendre en charge des formes non graves de Covid. Et actuellement, la plupart des hôpitaux de notre groupement hospitalier de territoire ont dans leur lit des patients Covid sans signe de gravité, mais qui nécessitent une surveillance hospitalière. De la même manière, nos collègues de Medipôle collaborent avec nous et ils ont une unité dédiée pour l'instant pour les patients Covid qui n'est pas trop occupée parce qu'on n'en a pas eu besoin. Encore une fois, l'afflux de malades sur la Savoie a été relativement contenu et donc n'a pas obligé à mobiliser toutes les ressources, mais on sait que si on a cette nécessité dans les jours qui viennent, on pourra tout à fait envisager cette possibilité-là.
Donc il n'y a pas de traitement qui a démontré son intérêt, c'est avant tout un traitement des symptômes, du paracétamol pour la fièvre, de l'oxygène quand on en a besoin. Après, il y a des traitements de la cause qui sont envisagés. Donc il y a l'hydroxychloroquine dont on a beaucoup parlé, qui a été notamment promu par nos collègues de Marseille, l'équipe du professeur Raoult. Il y a également d'autres traitements comme le lopinavir, qui est un traitement qu'on connaît bien dans le traitement du VIH. Il y a la cortisone à forte dose qui est parfois proposée, notamment sur les formes les plus graves des patients hospitalisés. Tous ces traitements font à l'heure actuelle l'objet d'évaluations scientifiques et c'est indispensable qu'on ait cette évaluation pour pouvoir dire si on peut ou pas les utiliser dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Donc il faut d'une part que ce soit efficace et notamment plus efficace qu'un simple placebo, donc c'est à l'heure actuelle en étude, et d'autre part que ce ne soit pas dangereux. Donc les études sont en cours, on n'est pas sur une situation d'une maladie à très haut risque de décès à l'échelle individuelle. Quand on a une maladie qui tue 30 ou 50% des personnes et qu'on a un très haut risque de transmission, là on peut être amené à faire des choses de manière un peu plus large. Là, on n'est pas dans cette situation-là. Dans plus de 80% des cas, les patients font une forme bénigne. Et donc, les études doivent être faites. On aura des résultats dans les semaines qui viennent. Et à partir de là, on pourra proposer ou pas l'utilisation de ces différentes thérapeutiques. Qui doit faire un test finalement dans la population? Si on a des symptômes, dans quel cas est-ce que le médecin va nous proposer le test? La plupart des patients ne vont pas avoir de test, on va faire comme on fait pour la grippe chaque année. La clinique peut être suffisamment évocatrice et dans la mesure où il n'y a pas de traitement spécifique, dans la mesure où il ne va pas y avoir de prise en charge très particulière selon le résultat des tests, le médecin généraliste ne sera pas amené à faire de tests spécifiques. Par contre, chez les personnes les plus fragiles dont on a parlé tout à l'heure, on sait que la confirmation du diagnostic va pouvoir amener à éventuellement d'autres examens complémentaires et donc dans ce cas-là, le médecin généraliste pourra proposer la réalisation du test. Donc c'est la même liste de patients que celle dont on a parlé tout à l'heure qui sont à risque de forme un peu plus grave.